Jérôme Melchior, bonsoir. Donc, nous sommes là pour parler donc, de deux éditeurs, de, faut plus dire des jeunes éditeurs maintenant en tout cas. Voilà. Oui. Oui, pour me parler de part. Première chose, parlez bien dans le micro parce que sinon on n'entend pas. Donc, du coup, on va commencer par une petite présentation de vos éditions respectives. Donc, commençons par Melchior, voilà. il est tout nouveau. Donc, Melchior, vous êtes là pour représenter, vous êtes donc le graphiste des éditions Les Moutons Électriques. C'est ça. Qui, pour ceux qui ne savent pas, est une référence à Philippe Cadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, titre original de Blade Runner. Donc, maison fondée en 2003 par André-François Ruot, donc, qui a plusieurs collections, qui avait à la base, on va dire, des ouvrages plutôt théoriques au tout début, avec des essais sur les grands personnages de l'imaginaire, et puis qui de plus en plus s'est développé sur du roman, sur du beau livre, sur tout un tas de choses, toujours en imaginaire. Mais maintenant, vous avez aussi en littérature générale, vous en avez en jeunesse, en polar. Donc voilà, on va parler un peu de tous les livres. C'est une maison qui s'est largement développée et qui aujourd'hui occupe une place de choix sur nos tables. Une des meilleures. Voilà. Et ensuite, les éditions de ActuSF, qui a été créée en 2003, en fait, qui était accolée au site du même nom, créé en 2000. Donc, qui au début avait des petites nouvelles, en fait, des novellas d'auteurs très connus. On va citer au hasard donc Roland Wagner, Thierry Dirolo, Laurent Genefort, un petit auteur, je crois, R. Martin, qui a fait un petit cycle assez peu connu, Étienne Barrier, Arthur Morgan. Après, il y a eu beaucoup d'auteurs, des Silverberg aussi. Tout à fait. Et qui donc aujourd'hui fait du roman, de la réédition, beaucoup de rééditions de textes qui ne sont plus disponibles par des éditeurs plus conventionnels, on va dire ça, et donc qui aujourd'hui aussi est devenu avec les Moutons Électriques et Mnemos, qui est un troisième éditeur dont on va parler un tout petit peu, même s'ils ne sont pas là ce soir. Avec vos trois, vous avez créé donc les Indés de l'Imaginaire pour avoir une communication, une visibilité beaucoup plus importante et créer une collection de poches qui s'appelle Helios, que vous avez monté tous les trois, toujours dans le but de réimprimer les textes que vous avez sortis ou des anciens textes, toujours dans le polar aussi, dans la littérature, dans tout un tas de domaines. T'as tout bon. Voilà. On est bien. Donc voilà. Donc on va commencer à parler un tout petit peu d'abord du pourquoi avoir créé une maison d'édition dans l'imaginaire. Pourquoi est-ce que à un moment donné, en 2003, ou Jean-François quelques années après, avant, André-François, pourquoi vous avez voulu créer des maisons? Qu'est-ce que vous ne trouviez pas chez les autres? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, on va monter la nôtre puisqu'on ne trouve pas ce qu'il y a ailleurs? C'est un peu le but en général. Je commence. Je crois que ce qui a motivé André-François à créer les Moutons Électriques, c'est tout bêtement sa passion sans borne du livre, du texte, de l'imaginaire aussi. C'est quelqu'un qui a été libraire, qui a fondé le premier fanzine quand même de science-fiction en France, qui marche toujours, Yellow Submarine, qui a suivi fiction pendant très longtemps, qui a aidé à sa renaissance, et je pense qu'il avait un moment aussi, lui, envie de rentrer dans ce milieu et d'essayer d'apporter autre chose qu'il n'y trouvait pas forcément. Alors, nous, on s'est jamais dit on va faire notre maison d'édition parce que les autres font pas des choses qu'on aime. C'est des histoires de passion, et puis on fait des rencontres, et puis un jour, on faisait des recueils de nouvelles, des anthologies d'auteurs amateurs, et puis un jour, on rencontre Roland Wagner, qui nous dit si vous voulez, j'ai une nouvelle à vous proposer à éditer. Donc, comme Roland Wagner, c'était un grand ami de la maison, du site internet, on a dit ok, banco, ça s'appelait HPL, et puis du coup on a fait un livre, on a fait 2 livres, on a fait 3 livres, et puis ça nous a bien plu, et puis on en a même vendu un petit peu, et du coup à partir de 2006 véritablement, on a dit ok, on met une ligne de production en place, on fait 10 titres par an, etc. Mais on s'est jamais construit contre les autres, on a toujours fait ce qui nous plaisait presque en termes de passionnés, et puis après l'aspect commercial véritablement et du marché est venu au fur et à mesure, quoi. Et donc aujourd'hui, pour ActuSF, ça représente une activité par rapport au site quasiment égale, plus importante, moins importante? Alors chez ActuSF, tout le monde fait un petit peu de tout, donc c'est un petit peu le bordel. Les postes sont définis, mais les gens qui bossent sur l'édition travaillent aussi sur le site et vice-versa. En termes de chiffre d'affaires, c'est 2 tiers, 1 tiers, à peu près. Voilà.
c'est difficile à dire. C'est difficile de faire la séparation parce qu'on peut commencer par une revue de presse le matin, une interview, puis bosser sur un contrat d'auteur, puis attaquer sur une mise en page, puis revenir sur un problème de pub. Donc j'ai du mal à faire le distinguo. C'est un petit peu le bordel. On fait un peu de tout, quoi. Et au Mouton électrique, justement, les réseaux sociaux, Internet ont aidé à la création. Enfin, est-ce que l'éditeur a tout de suite été impliqué dans le monde du numérique ou c'est venu Non, c'est venu un peu plus tard, mais c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur en termes de communication, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, avec aussi la plupart des ouvrages qui sont aussi maintenant disponibles en numérique. Et ben, il faut surfer un peu sur la vague, hein. Non, et suivre l'évolution quand même du monde de l'édition, sans abandonner le livre papier bien sûr, mais donc oui, non, les moutons sont électriques, donc oui, ils sont sur ils sont sur Internet aussi, oui. Alors, je rebondis sur les moutons électriques. Oui. Ce qui a tout de suite, en tant que libraire, ce qui nous a tout de suite un peu interpellé, ça a été le graphisme, justement, enfin la beauté de l'objet. Parce que du coup, au-delà d'un livre... Avant ou après moi? En tout cas, dès le début, quand même. Il y a vraiment eu un effort dès les premiers. Là, j'ai un livre, un des premiers sur donc le Nombreusis, qui a été une collection qui a vraiment été, alors dans le domaine, enfin dans le petit milieu de l'imaginaire assez reconnu. C'est-à-dire tout de suite, non seulement un travail à l'intérieur du livre, dont on parlera un peu plus tard, mais surtout un travail sur le graphisme, sur l'objet. Oui, quand je parlais tout à l'heure de l'amour d'André-François Ruot pour le livre, c'est le livre en tant que média, mais en tant qu'objet aussi. Donc depuis toujours, dès qu'ils sont passés à des formats un peu plus grands que ce qu'ils faisaient au départ, il y a eu immédiatement une volonté de faire des beaux livres et de faire des livres qui graphiquement s'inscrivent aussi dans un visuel très contemporain et laisser un peu tomber l'imaginaire de la fantaisie qu'on peut encore voir malheureusement encore aujourd'hui, mais qui reste dans l'univers, dans l'inconscient collectif. Voilà, donc exit les femmes à gros seins avec des épées, les guerriers, tout ça, et avoir une approche plus contemporaine du livre, quoi, visuel. Alors plus contemporaine, soit, mais aussi avec des livres, on va dire, qui n'étaient pas des nouveautés, qui n'étaient pas des. Il y avait quand même aussi la volonté, mais chez ActuSF aussi, de faire vivre un fond, faire oui, vivre, bien sûr. Voilà, et pas toujours être dans la poursuite des nouveaux auteurs, des nouveautés, etc., etc. Il y avait vraiment un amour aussi du fond et du passé. Oui, bah c'est aussi toute la raison d'être de la bibliothèque Le Rayon Vert, c'est-à-dire avec des textes de la littérature populaire, des vieux textes qui maintenant sont... La plupart sont dans le domaine public, donc c'est des textes assez anciens. Et oui, c'est ce vrai amour de notre fond littéraire vraiment populaire, avec dans le sens noble de populaire. Donc du coup, dans la sélection dont on avait parlé un tout petit peu, on va un peu parler d'abord des œuvres théoriques. Alors, il y en a deux, il y en a beaucoup, donc on en a sélectionné un petit peu quelques-uns. Au Mouton électrique, on a donc le guide du steampunk, oui, dont on a reçu l'auteur la semaine dernière. Donc du coup, alors les guides comme ça du steampunk, il y en avait aussi un là, je n'ai pas mis sur la table malheureusement, il est juste là ici, aussi sur le petit guide du steampunk. Donc là, on est vraiment sur deux produits similaires chacun de votre côté. Vous êtes concerté d'ailleurs sur ces deux livres-là ou c'est venu un peu Non, c'est nous qui on a piqué l'auteur au Mouton en fait. Non, du tout. Mais Étienne a fait son job et pas tout seul sur Steampunk, sur la première version à l'époque. Et c'est pas tout à fait la même approche. Nous, l'idée, c'est faire des petits guides didactiques à 10 € avec plein de choses en littérature, en cinéma, en musique et des petites interviews. Mais évidemment, c'est pas aussi complet que le livre Steampunk, mais les deux se répondent entre guillemets, puisque c'est le même auteur. Steampunk est sans doute un petit peu plus complet, notre guide est sans doute un petit peu plus abordable. En fait, chacun y trouvera ce qu'il a envie d'y trouver, quoi. Si on aime le steampunk, on peut soit se faire celui des moutons, ou soit celui ActuSF, ou les deux, c'est encore mieux. Et puis voilà.
Et donc souvent comme ça, vous avez des thèmes qui se répondent l'un à l'autre quand même. C'était aussi. C'est-à-dire qu'on est des éditeurs d'imaginaire, alors du coup, forcément ça se croise. Ouais, ils font des livres sur le steampunk, nous on fait des guides, donc il y a un moment, on se cause quoi. Alors ensuite, il y a un auteur qui arrive au mouton et qui est assez, qui va un peu, on va dire dans le domaine de l'imaginaire aussi, lancer un pavé dans la mare énorme. C'est Jaworski. On va en parler tout de suite comme ça. Allons-y. Ça sera fait. Donc du coup, c'est pareil, c'est le renouveau d'une certaine fantaisie française qui avait un peu, qui avait été relancée, on va dire, de notre génération avec Mathieu Gabory, etc., et qui avait un petit peu malheureusement disparu pendant quelques temps des rayons. Et donc du coup, alors, comment est-ce qu'il est venu à vous? Comment est-ce qu'il est arrivé? C'est en envoi par la poste, par hasard? Si je dis pas de bêtises, je crois bien que Gagner la guerre est un des rares envois postaux où le manuscrit a été pris immédiatement parce qu'au bout de quelques pages, on peut que finir le livre. C'est pas non plus un auteur productif, on va dire ça. Voilà. Non, il prend son temps, mais je pense que la qualité des livres vaut l'attente. Et donc quand on travaille comme ça avec un auteur français, parce que c'est pareil, on parle de traduction un petit peu plus tard, mais travailler avec un auteur français sur une nouveauté, c'est pas le même travail qu'une réédition, pas non plus le même travail qu'une traduction. Enfin, à chaque fois, un travail différent. Chacun de votre côté, quand vous avez un texte, quand on vous envoie un texte, vous retravaillez systématiquement avec l'auteur. Comment vous arrivez à gérer aussi les spécificités de l'auteur? C'est oui, systématiquement. C'est-à-dire que notre plus-value d'éditeur, c'est pas simplement d'imprimer un livre et de le vendre. Notre plus-value d'éditeur, c'est d'abord d'avoir un regard extérieur sur le texte et de retravailler sur le texte, alors plus ou moins en fonction de l'auteur, de son style, de ses attentes et de nos envies. Mais la partie éditoriale, elle est de toute façon, elle est forte, elle est obligatoire. Puis on peut en parler à tous les éditeurs, c'est très très rare un manuscrit qui arriverait où il y aurait quasiment rien à refaire. Ça arrive, par exemple chez nous, Sylvie Lenné, tous les textes qu'elle nous envoie, c'est d'une propreté. On change 3 virgules pour justifier notre salaire, mais c'est à peu près tout, quoi. Je plaisante, mais c'est un peu de cet ordre-là. Mais oui, il y a de toute façon un travail. Même quand on fait une réédition, c'est l'occasion de se repencher sur le texte, de corriger des choses, d'améliorer des choses, de mettre à jour, parfois, technologiquement ou simplement par rapport à l'état. Mais notre métier d'éditeur, c'est d'abord un regard, c'est d'abord un job sur le texte. Je crois que tu as pas mal résumé le... Oui, non, bien sûr, évidemment, il y a toujours un travail de relecture, un travail de correction. Sur certains livres, il y a eu une bonne dose de réécriture demandée par les moutons à l'auteur qui a été faite et qui a été bienvenue. Mais oui, non, on peut pas prendre un texte comme ça tout brut et le mettre en page, le vendre, etc. Il y a toujours un travail de réédition, sauf évidemment qu'à très très rare, comme disait Jérôme, voilà. Et sur une traduction, alors du coup le travail est différent parce que j'imagine que vous pouvez pas appeler Martine en lui disant écoute Georges, c'est gentil ton texte, mais il faudra peut-être changer ça. Ouais, alors Georges Martin ne répond pas beaucoup. Il est un peu occupé. C'est ça. Oui, il y a évidemment il y a deux boulots sur les traductions. Évidemment, à partir du texte en anglais, de choisir le traducteur dont on pense qu'il sera le plus adapté à ce type de texte-là. Donc ça veut dire aussi connaître un certain nombre de traducteurs où on se dit, bah tiens, c'est un peu plus dans son créneau, ou simplement il a fait 3 autres titres de cet auteur, donc a priori il connaît l'univers, on va bosser avec lui. Le boulot avec le traducteur n'est pas tout à fait similaire à celui d'auteur, puisqu'on ne va pas lui demander de réécrire des choses, mais il y aura de toute façon un boulot éditorial ensemble pour s'interroger sur les tournures de phrases, sur des répétitions, sur parfois est-ce que c'est tout à fait ça que l'auteur voulait dire ou pas. Donc il y a un boulot. Et le deuxième boulot dont je parlais, c'est quand on fait une réédition, il y a aussi un boulot sur la traduction, puisque les traductions vieillissent et qu'il y a des époques. Et que donc du coup, on ne peut pas reprendre, évidemment, sauf cas exceptionnel, une traduction des années 80 et la republier telle qu'elle. Souvent, on fait un job. Comme ça, un des exemples, et c'est rigolo, on a publié un livre de Jack Vance qui s'appelle Les 5 rubans d'or, qui est un de ses premiers romans, qui était paru en 82 en France. Et en fait, là, c'est une traductrice, et à chaque fois que l'héroïne parlait, au lieu de dire femme, elle disait femelle. Voilà. Alors, donc c'était, je prends la porte, dis la femelle.
ça ne l'a pas choqué à l'époque. Évidemment, nous, quand on a repris le texte, on a changé. En fait, hein, on a viré ce genre de choses. Mais c'est ce genre de scorie, c'est ce genre de boulot qu'on fait en permanence en reprenant les traductions. Vous avez des traductions ? Oui, on a des traductions. Et on a de très bons exemples d'ailleurs. On est en train, en ce moment, de travailler sur un livre qui va sortir en 2016 qui s'appelle L'épée de l'hiver de Martha Randall, qui est un roman d'une autrice des États-Unis, qui est une traduction un peu datée. Et effectivement, oui, il y a du travail de relecture, de réadaptation, voilà, de termes qui étaient peut-être soit pas très pertinents, soit un peu datés aussi, ou des petites tournures de phrases à revoir. Donc oui, nous on a aussi des traductions. Oui, en plus, vous reprenez des textes qui sont parfois plus anciens, avec beaucoup plus anciens des fois. Ça doit être aussi dur à adapter au vocabulaire d'aujourd'hui. Enfin, on ne traduit pas un Lovecraft ou non. Ou même antérieurement. Je crois que vous avez des textes qui sont quasiment antérieurs. Oui, on a des vieux aussi chez nous. On a des vieux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le livre, on a le côté un peu, on a l'image du livre intemporel. Et en fait, c'est pas vrai. Le livre, il est inscrit dans son époque, et à chaque époque, il a besoin d'un coup de neuf ou d'un coup de boulot. Si on parle traduction, un des exemples les plus frappants, c'est Fondation d'Asimov. Faut lire avant et après la révision de trad ou la retraduction chez De Noël. On a un texte qui n'a plus rien à voir, l'histoire est la même, mais on a un texte qui est beaucoup plus dynamique sur la nouvelle traduction. Voilà. Et peut-être que dans 20 ans, il faudra repasser un petit coup en réaméliorant et en retravaillant dessus. Mais on ne travaille pas sur les textes comme on travaillait en 70. Hein, et donc, notre livre, notre objet livre, il est en permanence obligé d'être mis à jour. Et à chaque fois qu'on fait une réédition, même un livre français, quand on fait un retirage, l'auteur peut retravailler s'il en a envie, ou nous refaire un petit coup, c'est l'occasion, quoi. Alors maintenant, on va parler un peu donc, du coup de la sélection. Donc, on avait déjà fait Jaworski. Alors, on va commencer par exemple moi, sur un texte, donc, une réédition justement. Je suis content que tu l'aies choisi. Alors, moi, je l'avais lu à l'époque dans une toute petite collection de poches. Tu étais jeune. Voilà, tout à fait. Qui était assez incroyable, ce livre-là, parce que bon, c'est très moderne malheureusement. Donc voilà, je te laisse en parler un tout petit peu, vous présenter. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, mais l'idée c'est que c'est la France dans 100 ans, et comme il y a une surpopulation, pour limiter la population, on tue 60 000 personnes par jour, tirées au hasard. Voilà, c'est gai. C'est assez simple. En fait, pour garder les droits sociaux de tout le monde, on décide de tuer. Jusqu'au jour où un des tueurs découvre enfin, tout le moins se doute, que le tirage au sort des victimes n'est pas si au hasard que ça. Donc on a une vraie dystopie, dans le sens premier du terme. C'est un peu la mère de toutes les dystopies. Et puis c'est un livre qui est rigolo, parce qu'il est paru en 82, de Jean-Pierre Andrevon. Il y a eu un téléfilm en 89, qui a été tourné en Roumanie, il faut le voir. Il faut le voir, parce qu'on ne se rendait pas compte en 89, mais tous nos costumes étaient trop grands. Je vous jure, hein, tous les costumes de ce livre-là qui a été tourné en Roumanie, dans le palais de Ceausescu, juste après la Révolution, un truc incroyable. Ils n'avaient pas un rond, donc les décors sont pourris, les costumes sont pourris, tout. Mais bon, il y a un film, donc on est assez content. Il y a eu une bande dessinée. C'est un livre qui a connu quasiment tous les éditeurs, ce qu'il a fait, j'ai lu, le livre de poche, Folio. Et puis, un jour, Jean-Pierre Andrevon nous envoie un mail en disant tiens, j'ai récupéré les droits, est-ce que tu le veux pas, quoi. Et là, c'est à la fois tout s'entrechoque. Il y a le côté passion, parce que moi aussi, je l'ai lu et j'étais jeune. Et je me dis, bah ouais, de Jean-Pierre Andrevon, il y a 3 titres phares dans le travail du Furet, donc on dit oui. Et puis on se dit que c'est un livre de fond et qu'il ne faut pas louper ça, quoi. Donc voilà. Sauf qu'il est quand même un peu plus épais, quand même. Alors, voilà, du coup, l'avantage, c'est que... Enfin, l'avantage ou l'inconvénient, mais on ne va pas rééditer le travail du Furet pour rééditer le travail du Furet. Donc, du coup, on discute avec Jean-Pierre et on découvre que non seulement il y a un certain nombre de nouvelles qui sont dans la même thématique ou la même inspiration, donc il nous en file 7, donc on complète le livre. On fait une interview ensemble, donc ça, c'était plutôt cool, c'était chez lui. Et en plus, on découvre qu'il a fait un synopsis pour un tome 2 qu'il n'a jamais publié. Donc c'est l'occasion de présenter, publier. Et donc en fait, le travail de réédition, c'est pas simplement reprendre le livre, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut au mieux le mettre en valeur, en faisant un omnibus, en apportant de l'information supplémentaire, en contextualisant le livre, parce qu'évidemment, il a été écrit en 82 et on le ressort en 2015, donc il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts, donc il faut se remettre dans le jus de l'époque. Voilà, ça fait partie du boulot d'éditeur, quoi. C'est-à-dire, ok, je reprends un texte, il est bon, comment est-ce que j'essaye de le mettre en valeur au mieux?
Donc là, moi, c'est pour les moutons électriques. J'ai envie de parler de celui-là parce qu'en plus, d'abord, l'objet, toujours. Alors, faut le voir. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Voilà, il y a un trou. Mais voilà, donc c'est un livre assez. Alors, c'est le deuxième livre de l'auteur. Oui. Voilà. Stéphane Plateau. Tout à fait. Et alors là, autant le premier était quand même assez conséquent. Oui. Autant là, on passe sur en novella. Enfin, aux États-Unis, il y a ce terme de novella qui existe, qui sont des courts romans. Oui, qui est en train d'arriver en France même. Hein, doucement. En France, ça a du mal quand même encore pour l'instant. Donc voilà, pareil, parlez-nous un peu de ce livre un tout petit peu. Alors, Dévoreur, c'est pour ceux qui ont éventuellement lu Manèche, le premier roman de l'auteur, s'inscrit dans le même univers que Manèche dans Les Sentiers des Astres. Et c'est une histoire qui n'a strictement rien à voir malgré l'univers similaire. C'est en fait l'histoire d'un trio, d'une jeune femme, son époux qui est magicien et leur ami qui est éleveur d'ânes. Et un jour, l'époux magicien part à la ville et son épouse découvre que leur vieil ami a un comportement de plus en plus étrange, ne sort plus de chez lui, ne donne plus de nouvelles, devient de plus en plus agressif. Et en fait, on va suivre l'évolution de leur relation et l'évolution de cet homme qui est en train de se transformer doucement en ogre. Donc on est en fait sur un vrai conte à l'ancienne, un peu plus orienté adulte que ce qu'on peut trouver, mais on est sur il y a des ogres, un ogre, un château, un magicien. Les premiers contes étaient faits pour adultes. Les tout premiers, les frères Grimm, les premiers contes sont abominables, mais voilà, on revient aux vraies sources du conte avec une histoire très cruelle. Bien, alors on va continuer donc avec la petite collection Hélios, avec un texte assez incroyable. Donc nous, quand on a vu ça arriver en grand format, je vous dis, on avait du mal à le vendre. C'est pas facile. J'ai lu une interview de l'auteur, tu vas me dire si je me suis trompé, qui disait qu'il avait fait les 100 premières pages comme une espèce de barrière. En disant, le mec qui arrive à lire les 100 premières pages, il mérite le reste. Ouais, il y a un peu de ça dans ce bouquin, il se mérite. Donc Alan Moore, les Watchmen, V pour Vendetta, etc. Énorme, immense scénariste de comics. Et puis il a fait 2 livres dans sa vie. Il y a un livre qu'on pour l'instant n'a pas lu qui s'appelle Jérusalem, qui fait 2 millions de signes, etc. Et puis il a fait ce recueil de nouvelles d'histoires de sorcellerie autour de sa ville, Northampton. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est qu'il adapte évidemment son vocabulaire à l'époque, puisque ça se passe de la préhistoire aux années 50, et qu'en plus, la première histoire qui se passe à la préhistoire, c'est un garçon qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Donc, il doit y avoir 60 mots de vocabulaire. Donc, effectivement, c'est un peu l'Himalaya par la face nord, quand même. Il fait froid, on est tout seul, il fait noir, et on a juste envie de lâcher. Mais il ne faut pas. D'abord parce qu'on s'habitue très bien à lire une histoire avec 60 mots. Finalement, on arrive très bien à se mettre au niveau. Et puis surtout, la récompense, c'est la 2e, la 3e, la 4e et toutes les autres nouvelles. Et là on kiffe. Parce que là, il y a un chef-d'œuvre, en fait. Alors, évidemment, ce livre-là, en grand format, n'a pas très bien marché. C'était chez Calman Levy. Quand on a été les voir, c'est un peu à l'esbrouf, en disant hey, nous, on est petits, on va racheter votre titre et tout. Finalement, ça s'est fait. Et finalement, ça marche pas si mal. Parce que quand on explique un peu les choses aux lecteurs, quand les lecteurs font l'effort et vont piocher les nouvelles, en plus c'est cool, c'est des nouvelles, donc si t'aimes pas la première, tu vas lire la 3e, c'est pas le problème. Et ça marche, et c'est cool. Et là aussi, je fais un peu mon fanboy, mais ça c'est cool d'être éditeur, parce que du coup, on bosse quand même avec des auteurs qu'on admire. Donc, Alan Moore, c'est pas qu'on l'a édité, hein, je pense qu'il s'en carre, mais moi, éditer un Alan Moore, c'est quand même top, quoi. Et ce livre-là, dont j'étais tombé amoureux en 2008, désormais, il est chez moi. C'est cool. Alors donc, on va revenir aussi sur un autre auteur, une jeune auteur qui a fait un vrai carton l'année dernière avec ce titre-là. Donc c'est Un éclat de givre d'Estelle Faye, une auteure très adorable d'ailleurs. Elle est super sympa. Elle est venue en rencontre dédicace chez nous, c'était l'année dernière. Et donc on est filmé, je ne veux pas dire qu'elle est... Donc voilà, je te laisse en parler, parce que moi après on va dire que j'ai du favoritisme. Alors Un éclat de givre, là on change de registre, pardon. On est dans du post-apo. Donc c'est du post-apocalyptique, si je me souviens bien, 200 ans après l'effondrement du monde, dans Paris. Et on va suivre un jeune chanteur de cabaret très excentrique, à la sexualité très débridée,
qui se sert de ses chars, même s'il est plus porté sur les hommes qu'autre chose, qui est chanteur de jazz, mais également mercenaire à ses heures perdues, qui se voit confier un petit boulot pas très légal, mais qui lui filera un bon coup de main quand même dans sa vie. Et on va le suivre dans un Paris dévasté qui est envahi par la végétation, où les gens survivent tant bien que mal. C'est assez marrant d'ailleurs parce que on est dans le futur, mais on retrouve énormément d'éléments qu'on pourrait retrouver soit au XVIIIe siècle, soit dans le Paris des années 20-30, avec une assez forte présence de la musique et le style d'Estelfaye qui nous emporte tout seul, quoi. Oui, en plus, en général, les post-apocalyptiques sont assez désespérants, désespoir, pas beaucoup de. Enfin voilà, c'est assez dépressif en général comme bouquin, le post-apo. Hein. C'est sombre quand même, un éclat de givre, même si. Oui, voilà, on reste quand même dans un roman où l'espoir est présent quand même à chaque fois. Ah oui, l'espoir est présent, où on sourit aussi très souvent parce qu'on est on a un personnage très attachant. Voilà, c'est pas dans tous les post-apo que le héros nous raconte qu'il galère à enlever sa robe et qui doit se maquiller alors que dehors il y a des retombées radioactives. Donc oui, non, on est quand même sur un univers très sombre avec des grosses taches lumineuses et puis un peu quand même un peu de respiration à l'intérieur, quoi. On va aussi parler d'un auteur qui sera demain chez nous, voilà, dont Jeanne Debat. Donc voilà, avec la Métaphysique du vampire, qui est aussi une réimpression. Et pas pareil, ça a beaucoup mieux marché quand même chez ActuSF que dans l'édition originale. Évidemment. Donc le héros s'appelle Navarre, c'est un vampire, il bosse pour le Vatican. Alors lui, il est ouvertement bisexuel. Hein. Le sexe de son interlocuteur ne l'intéresse qu'assez tard dans la négociation quand même. Voilà, et il va faire les 400 coups puisque là, il est chargé par le Vatican de tuer un monstre, un nazi qui se transforme en monstre en Amérique du Sud. Donc on est sur un roman fantastique, de l'urban fantasy si on veut, la bite à la française, plutôt marrant, plutôt bien gaulé, assez fun, avec plein de thématiques quand même sous-jacentes, parce que les livres de Jeanne Debat sont toujours très intelligemment faits et très intelligents dans ces thématiques. En plus, c'est pour nous dans le même univers que L'Héritière, bouquin grand format qu'on a fait, où on retrouve toujours ce beau Navarre de vampire. Et donc c'est une série sans lettres puisque tous les tomes sont plutôt indépendants. Voilà, alors là pour le coup, c'est plutôt fun. C'est un bon éclat de rire. Là, on est vraiment dans, pour moi, la littérature populaire au bon sens du terme, quoi, avec de la qualité. Et je pense que Jeanne, elle a encore beaucoup de choses à dire. Et il y a un nouveau qui arrive. Pardon un peu maintenant alors, il n'était pas dans la sélection, mais moi j'ai quand même voulu en parler. Parlons-en. Excusez-moi, j'ai pas fait ma musculation ce matin, c'est pratique, ça fait double emploi. Voilà. Donc c'est le panorama qui vient de sortir, le panorama illustré de la fantaisie et du merveilleux, qui est un livre excessivement... Bon, t'as pas ouvert la bonne page là, mais... qui est avec des illustrations formidables. Alors, c'est combien d'années de travail, ça? Enfin, c'est toute la vie des moutons. C'est le premier panorama, en fait. C'est le premier livre paru chez les Moutons électriques. Et... Oui. Et cette édition-là, c'est une comme on aime bien faire, une réédition augmentée. On a dépassé la mise à jour là quand même. Ah oui, non, c'est dommage que l'ancien soit plus dispo, parce que la comparaison est assez marrante. Mais oui, je sais pas, les moutons ont 12 ans de travail. 12 ans de travail constant en fond pour refaire vivre ce livre. J'ai pas travaillé dessus, mais je suis obligé d'admettre que c'est une splendeur. Et que dire de plus? C'est la Bible de la littérature de l'imaginaire, quoi. On peut dans 10 ans en avoir un autre ou là, croisez les doigts. Non, donc c'est vrai que ça faisait des années qu'on parlait quand même d'une référence dans l'imaginaire parce que il y avait eu des choses dans les années 80, 90, je pense en science-fictionnaire pour la SF ou des. Mais ça, oui, je sais, je suis vieux. Mais ça faisait quand même des années que quand on nous demandait des anthologies, des études, on avait
des trucs très spécialisés qui existaient. Et sinon, je rebalançais sur les sites internet aujourd'hui qui avaient un peu écrasé un peu cette niche-là. Sortir un bouquin comme ça, quand même, c'est aussi un peu... ça devient un peu peur quand même de sortir un truc. Quand même, hein, c'est un investissement de temps, d'argent. Oui, mais c'était nécessaire parce que quand le premier panorama est sorti, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'équivalent. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui? Est-ce que voilà. Donc c'est plutôt effectivement oui que de renvoyer les gens sur les sites internet qui sont très bien, hein, notamment ActuSF. Mais oui, c'est un ouvrage nécessaire, quoi. C'est un ouvrage qui mérite d'exister, qui a besoin d'exister dans le paysage de l'imaginaire. J'allais dire français, mais en fait non, dans le paysage de l'imaginaire tout court, puisqu'il n'y a pas que des Français à l'intérieur. C'est la preuve, en fait, que si on fait des beaux livres, si on fait beaucoup de choses en termes de qualité à l'intérieur, quel que soit le sujet, on peut faire des objets de désir. Et si on fait des objets de désir, on peut attirer des ventes, quoi. Donc, voilà. Et surtout, si on fait des beaux livres et des bons livres, ils s'achètent, quoi. Oui, parce que une petite parenthèse quand même, c'est que sur les autres domaines de la littérature, on parle du problème du grand format, on parle du problème du prix du livre, etc., etc. Et force est de reconnaître que dans le domaine de l'imaginaire, alors évidemment, on vend toujours plus de poches que de grand format, ça encore aujourd'hui, mais il y a quand même encore aujourd'hui un marché, des gens qui veulent du grand format, qui veulent du beau livre, ce qui, dans l'autre domaine que je maîtrise, le polar, et même dans la littérature, aujourd'hui, a tendance un peu à baisser. D'un côté, quand pour 23 €, vous avez un livre souple qui va se lire 2 fois, et puis voilà. Et imprimé sur du papier toilette. Voilà, autant avoir pour 3, 4, 5, 6 € de plus, même parfois plus. Pas nécessairement, des fois moins. Hein. Et des fois moins, mais des livres de qualité largement supérieure. En fait, les techniques d'impression ont vraiment changé, les prix d'impression ont vraiment baissé, ce qui nous permet aussi d'avoir plus de marge en termes de beaux livres et de fabrication. Et donc l'objectif, mais les moutons, Nemos ou même nous, l'objectif c'est quand même de faire les livres les plus beaux possibles pour qu'ils se vendent le mieux possible. Parce que quand on est derrière un stand, c'est facile. Quand ils arrivent en librairie, ils vivent un petit peu tout seuls. Donc forcément, nos livres entre deux plis de Stephen King et du Trône de Fer, il faut qu'ils trouvent leur place. Donc le livre, c'est un objet. Et c'est pas un gros mot. Et autant de faire en sorte que l'objet soit le plus beau possible pour qu'il se vende le mieux possible, qu'il attire le plus de gens. Oui, puis je crois que c'est servir aussi la cause de l'imaginaire que de proposer des livres de qualité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi. Voilà, comme tu disais, plutôt que de balancer 21 € dans un format souple, de se faire plaisir avec 19, 23 €, avec une couverture rigide, toilée. Ça, c'est des choses qui ont changé ces dernières années, et pas que chez nous. Hein. Quand on regarde les livres, on sent qu'il y a la fabrication, il y a les couvertures. On a de moins en moins de guerrières à gros seins. Un petit peu dommage peut-être, mais voilà, sur les gros stéréotypes, on en a moins. Il y en a pour qui c'est bien sûr, qui en veulent, et qui aiment ce genre d'imaginaire-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait sur une table plus que ça. Donc c'est vrai que c'était un peu gênant. Je pense qu'il en faut, voilà, entre guillemets, pour tous les goûts, pour tout le monde. Non. Non, enfin, je pense que l'esthétique, tout comme les propos, les styles, etc., doivent évoluer. Et on trouve encore, là, pour le coup, tant mieux pour un peu l'aspect collection de tous ces vieux bouquins chez des bouquinistes. On peut les acheter encore, mais je pense que c'est important que, en tant qu'éditeur, on fasse aussi avancer. On fasse avancer le milieu, la vision que nous, on en a pour éventuellement porter une nouvelle vision chez les lecteurs. Pas de réimpression de John Norman prévue. Pardon ? Pas de réimpression de John Norman prévue. Il faut arrêter avec John Norman quand même. Hein. En termes de machisme, on fait pas mieux, quoi. Oui. C'est pour ça. Donc, alors ça, je vais laisser vous en parler parce que, alors là, je maîtrise pas du tout le sujet, puisqu'il a été mis en jeunesse. Oui. Donc du coup, je te laisse en parler parce que du coup, j'ai un peu feuilleté le jour, mais j'ai pas eu le temps vraiment de me plonger dedans. Alors l'autre herbier c'est écrit par un frère et une sœur, écrit et illustré en fait. Amandine Labarre a illustré le texte, son frère Nicolas, si je ne m'abuse, c'est ça, a écrit le texte. C'est un conte qui est une espèce de conte forestier. Très inspiré inspiré, je ne sais pas si c'est leurs inspirations premières, mais
on retrouve beaucoup d'éléments de l'univers d'Hayao Miyazaki, avec en fait, c'est l'histoire toute bête d'une petite fille qui s'ennuie et qui s'ennuie dans sa maison, et au fur et à mesure de ses pérégrinations dans la forêt, va en découvrir une autre, beaucoup plus étrange, beaucoup plus grande aussi, peuplée de créatures bizarres, de géants, et tout tourne autour de l'herbier qui fait le titre. Et oui, c'est vrai qu'il a été placé en jeunesse parce qu'il est plus orienté, effectivement, il est beaucoup plus orienté jeunesse que la production habituelle des moutons électriques. Et il se prête parfaitement, malgré ses 100 et quelques pages, à la lecture pour des jeunes enfants. Alors justement, attendons un peu sur la jeunesse, de manière générale. Dans le domaine de l'imaginaire, c'est vrai qu'on a été un peu surpris. Voilà, une bonne partie aujourd'hui de la production des grands éditeurs, de Gallimard, etc., s'oriente sur la jeunesse, comme si l'imaginaire ne concernait que des enfants. Hein. Bon, on reste de grands enfants, mais voilà. Est-ce que justement, à un moment donné, vous vous êtes pas dit, comme beaucoup d'éditeurs, mais créons carrément une collection de jeunesse, envahissons nous aussi la jeunesse. Et voilà. Alors, il faut qu'on en parle. Parce que, vaste sujet. Plusieurs éléments. On aura de la jeunesse en 2016, notamment chez ActuSF. On a toute une mini collection qui arrive avec le château le château de Guédelon dans l'Yonne, et on aura des romans de Daniel Martinigol. Donc nous aussi, nous allons en faire. Par rapport à ce que tu dis, Gallimard ne fait pas de la jeunesse parce qu'il pense que la SF ou la fantasy ne peut se vendre qu'en jeunesse. Ils font beaucoup de jeunesse parce que ça se vend beaucoup en jeunesse. Donc en fait, l'intention des grands groupes est liée essentiellement aux chiffres de vente et au marché. Il n'y a pas d'intention de se dire on va ostraciser le genre pour le réduire, mais de facto, la jeunesse et le young adulte sont des genres qui ont complètement explosé ces dernières années dans les domaines de l'imaginaire. Donc, ce qui est étrange, c'est qu'on ne voit pas ce public ensuite monter, parce que chez nous, il y a 3 étages, mais voilà, justement, entre guillemets, passer à l'imaginaire adulte. Notre problématique, et c'est ta problématique en tant que libraire, c'est comment est-ce que ces milliers de jeunes filles, essentiellement, lisent de la science-fiction, du fantastique, du post-apo, sans sourciller, et trouvent ça plutôt cool. Avant, elles lisaient des vampires. Comment, à un moment, elles vont passer dans des collections un peu plus adultes. Et ça, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu ce report. Et ce report ne s'est jamais fait. Donc, le souci, c'est comment est-ce que ce public-là, réserve, est-il un public où on va pouvoir attirer des lectrices et des lecteurs, ou au contraire, est-il un public qui va rester dans sa niche et qui ne va pas aller dans nos collections? Or, notre souci en tant qu'éditeur, c'est que parfois, dans certains grands magasins, on avait 2 tables de nouveautés imaginaires. Désormais, on a une table pour l'adulte et une table pour le young adulte. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à faire ces passerelles? Donc, il n'y a que les libraires qui sont les meilleurs vecteurs, qui puissent le faire, mais ça veut dire mettre des livres dans les mains à des jeunes filles. Or, on sait que la prescription, c'est une partie des ventes, mais ce n'est qu'une partie des ventes, quoi. Donc, voilà. Elle a rajouté donc la jeunesse chez les moutons électriques. On y vient aussi, on est obligé. Bon, déjà, on a l'autre herbier qui est jeunesse. On a Or et Nuit de Mathieu Rivero qui est plus orienté jeunes adultes. Et oui, de toute façon, c'est un public auquel non plus on ne pourra pas couper. On a la volonté aussi, comme tout le reste de nos publications, de rester sur de proposer à ces jeunes enfants, jeunes adultes, des styles de qualité, hein, pas, je ne veux pas citer de nom, mais pas Eragon. Et mais oui, bon, évidemment, c'est un public auquel on peut pas couper. Et alors après, je sais pas vraiment pourquoi ces enfants ne font pas forcément la transition de la jeunesse vers l'imaginaire qu'on catalogue d'adultes. Est-ce que c'est un problème de deux? Puis est-ce que c'est grave, hein, en fait? En final, on a un genre qui est la science-fiction et la fantasy qui vit. Or, c'est bien notre problématique à tous. On a juste un changement de référentiel. Alors qu'elles ne connaissent pas Bradbury, elles vont connaître Stéphanie Meyer. Bon, ok. Est-ce que c'est grave? Donc moi, je pense que oui, en termes de qualité. Oui. Mais en même temps, on a des gens qui lisent. Mais du monde qui lit, c'est ça, ouais. Mais on avait les mêmes débats sur la fantasy il y a 10 ans, sur la fantasy qui envahissait le rayon par rapport à la science-fiction. On avait les mêmes débats sur Harry Potter, quand Harry Potter a explosé, ou le Seigneur des Anneaux, en disant il y a plein de gens qui lisent Harry Potter, ils viennent pas lire nos livres, qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. Oui, le Seigneur des Anneaux, ça a été impressionnant, parce que moi je l'ai connu, la vague Tolkien, quand le film est arrivé,
où on a vendu, et quand je dis des palettes, je n'exagère pas, mais des bouquins, l'intégrale, on en a vendu sur 2-3 ans des quantités, et que tout le monde s'était attendu à ce que du coup le genre explose, qu'ensuite cette littérature explose réellement. Et du coup, ça ne s'est pas fait quand même. Il n'y a pas de report. Il y a pas de report. On vit une schizophrénie, c'est-à-dire qu'on a des films de science-fiction comme Seul sur Mars qui sont en train d'exploser au cinéma, des films de fantasy qui font des cartons, donc voilà, des jeux vidéo comme Assassin's Creed qui se passent dans le monde de steampunk, et on n'a que très peu de reports sur les ventes en librairie. Et nos ventes baissent. Donc on a une espèce de dualité comme ça, où l'imaginaire se porte bien et se vend mieux ailleurs, sauf chez nous. Voilà, donc il faut qu'on s'interroge aussi et on réfléchit sur la manière de faire des livres. Mais l'imaginaire se porte plutôt pas mal. 65 000 personnes aux Utopiales il y a quelques jours. On ne peut pas dire qu'on soit sur un secteur de niche. Il y a du monde qui vient au salon. Mais on a un problème spécifique en librairie, en littérature. Comme ça. Bon, reparlons un peu des titres ici présents. Donc alors, celui-là, tu me l'as présenté comme le Trône de Fer version française. Alors non, oulala, je dirais pas ça. Fouillou, c'est un bouquin marseillais. Mais nous, on en a un. Ouais. C'est un... Comment dire ? C'est de la fantaisie historique qui se passe à Marseille, parce qu'il faut savoir que Marseille a été indépendante de la France pendant 5 ans. C'est-à-dire que pendant la guerre de religion, c'était tellement le bordel que la Provence, bien aidée par la Savoie et par l'Espagne, a dit « nous, on va être indépendants ». Alors, bon, ils ont un peu profité. Et évidemment, ça s'est mal fini, puisque le roi de France, Marseille, tout ça, ils sont venus un peu y mettre bon ordre, quoi. Et donc là, on est au niveau de ce roman-là, au moment où les troupes royales arrivent dans Marseille. Et on va suivre des personnages qui auront un rôle à jouer sur est-ce que Marseille va redevenir française ou pas. Et en fait, la force de ce livre-là, il tient dans ces personnages. Il y a 5-6 personnages qui ont tous une histoire différente. La manière dont est construit le livre est assez remarquable. Et moi, en tant qu'éditeur, c'est vraiment un bouquin, un manuscrit que j'ai fini à 2h du matin sur mon canapé, quoi. Et c'est vraiment un bouquin j'ai vécu avec les personnages pendant 2-3 jours. Donc voilà, et c'est vraiment un bouquin en plus d'autant plus spécial. Il a eu le prix Elbakin du meilleur roman de fantasy. Que le mec qui l'a écrit, c'est un mec qui avait été en stage chez nous et qu'entre-temps on l'a embauché. Donc voilà, on travaille toujours dans la schizophrénie, c'est-à-dire qu'il travaille dans la maison d'édition qui l'édite. C'est plutôt rigolo. Mais non, ça fait partie. Pour moi, c'est un gros coup de cœur et c'est un des grands bouquins en fantasy de ces dernières années. Et alors, la part d'imaginaire à l'intérieur, elle se situe où? Alors, je peux pas tout vous dire, mais il y a un petit peu de magie. Il y a notamment 2 prêtres mages, 2 garçons qui aiment les garçons et qui sont en fuite et qui pratiquent une sorte de magie destructrice. Donc, ça veut dire un peu comme une maladie honteuse. Donc voilà, c'est en plus un livre intelligent qui brasse plein de thématiques. Donc voilà. Lisez-le, c'est bien, Jean-Laurent. Ah bah oui, grave. Donc ensuite, on va partir un peu dans la de Sauvoc. SF, vraiment. Voilà. Je te laisse en parler. J'en parle. Vraiment, là, on quitte l'imaginaire, fantasy, elfe. On quitte l'imaginaire, pas complètement non plus. Oui, on quitte la fantasy. Oui, là, on est dans la Sauvoc, on est dans la science-fiction pure, de la science-fiction pas très très éloignée de notre époque. On est dans une Russie qui a pris un chemin légèrement différent que celui qu'on connaît à notre Russie actuelle. Et alors, ce qui est très marrant avec Sauvoc, c'est que c'est une tranche de vie, vraiment. On va suivre le quotidien pendant une semaine de 3 ambulanciers qui sont à bord d'une ambulance volante. En suivant donc Méoudar, qui est un jeune homme qui vient travailler dans la compagnie de nos ambulanciers. Et du lundi au vendredi, on va suivre leur service dans un Moscou qui est en train de tomber en ruine, fait de briques et de broc, suivre leur volonté d'aider les gens, même si les gens ne veulent pas forcément être aidés. Des fois, leur tire dessus aussi parce qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus. Et vraiment, moi, Sauvoc, c'est un bouquin que j'ai lu d'une traite. Je l'ai lu il y a 15 jours, je crois. Je redescendais chez mes parents dans le sud. Je l'ai lu dans le train en 3 heures. Tout le monde me regardait comme un débile parce que j'arrêtais pas de rire toutes les 3 pages parce que c'est excessivement drôle. Vraiment. On a des personnages hauts en couleur. On a une écriture qui est extrêmement fluide.
Et puis cette espèce de Russie qui tient avec du scotch et ces trois personnes qui essayent tant bien que mal d'aider les gens plus ou moins contre leur gré parfois. Voilà, il n'y a pas de métaplot, il n'y a pas de grands enjeux. Il se passe des choses à une échelle plus grande que nos trois personnages, mais ils vont pas forcément s'en rendre compte. Et puis c'est pas ce qui intéresse, ce qui intéresse Cédric Ferrand. Lui vraiment, c'est voilà, j'ai cet univers, je vais balancer mes trois personnages dedans, et puis on va voir ce qui se passe pendant une semaine, quoi. J'ajoute deux petits mots. D'abord, Jean-Laurent Del Socorro et Cédric Ferrand sont grands potes. Voilà, je ne savais pas, mais c'est ses grands amis, parce que Cédric a vécu à Chambéry. Alors, il y a une particularité, parce qu'on parle des indés de l'imaginaire, de la communication. Voilà un truc qui se fait jamais, c'est que dans nos livres, tiens, t'en donnes. On se fait de la pub. C'est-à-dire que globalement, les indés, c'est aussi ça. On a 3 maisons d'édition qui doivent être concurrentes et qui sont capables de collaborer pour partager un peu de l'espace personnel de chacun, pour dire, bah voilà, il y a les indés de l'imaginaire, il y a des choses qu'on peut promouvoir tous ensemble et on bosse là-dessus. Et ça, c'est une première. C'est-à-dire que chez les autres éditeurs, ça se fait pas. Donc voilà, chez nous, ça se fait. Alors justement, tu parlais du Del Socorro qui avait le prix Elbakin. Vous commencez à les collectionner, les prix Elbakin, parce que vous en avez eu celui-là aussi. C'est d'ailleurs très drôle d'avoir un bouquin ActuSF avec le prix Elbakin. On parlait aussi d'échanges. Ouais, mais Elbakin, c'est plutôt des copains. Voilà, ça a toujours été des copains. Moi, je suis pas très dans la concurrence parce que je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis ça m'ennuie, en fait, la concurrence, tout ça. J'étais déjà pas très compétition à l'époque. Alors, Karim Berouka, c'est un punk à la retraite. C'est le chanteur des Ludwig van 88. Donc, Ludwig van 88. Donc, ne nous rajeunit pas non plus. Ce qui ne nous rajeunit pas non plus, avec des titres comme Oulala, tout ça. Enfin, je vous conseille d'aller écouter des Ludwig. C'est très bien. Et ouais, c'est très très bien. Et Karim, il est aussi fou que ses chansons, et maintenant il écrit. Et il nous a proposé ce polar qui s'appelle Fée dans Guillotine, sur une fée qui revient de nos jours, qui cherche sa sœur, donc elle va voir un détective privé. Le seul souci, c'est qu'elle n'est pas venue en France depuis la Révolution française. Donc, pour chercher sa sœur, qui a comme elle plus de 200 ans, elle n'a qu'un portrait peint à la main. Voilà, et c'est le début des emmerdes. Donc, et c'est un peu Tati Daniel version fée. Voilà, elle est pas particulièrement cool et c'est plutôt drôle. Et moi, je suis très content de bosser avec Karim parce que c'est un vrai univers. C'est un véritable auteur. Et puis, c'est super jouissif à lire. Là, je suis en train de lire le manuscrit du prochain qui s'appelle Le Club des punks contre l'apocalypse zombie. Donc, qui sortira l'année prochaine. Imaginez Paris envahi par les zombies et il reste une poignée de punks qui sont dans une espèce de squat. Et leur seule et unique idée, leur première idée, c'est d'aller planter le drapeau de l'anarchie en haut de la Tour Eiffel. Voilà. Et tout le roman, c'est comme ça. Nous, on se régale, quoi. Alors non, ça n'a strictement rien à voir, mais c'est assez génial, parce qu'en plus, en plus les punks pogotent, enfin, ils aiment la musique punk, donc quand ils jouent de la musique punk, eh ben, ils pogotent tous ensemble. Voilà. Alors, il y a un titre dont j'ai envie de parler, j'ai juste oublié de le mettre sur la table, il est juste là aussi. Qu'on reçoit, voilà, si tu peux, merci. Voilà. Donc, du coup, parce qu'on reçoit aussi l'auteur demain, qui je crois est dans la salle d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'était un gros coup de cœur de mon collègue là-haut pour nous aussi. Pour le rayon. Ça a été vraiment. Voilà, ça faisait des années que j'avais pas lu un truc aussi jouissif. Je te laisse en parler quand même, parce que c'était. Alors, c'est un premier tome aussi. C'est un premier tome d'une 5, c'est ça, d'une trilogie en 5 tomes, comme toutes les trilogies de fantasy. Que dire, vaste. Alors, c'est le premier tome donc d'une de nos 4 séries qui forment la colonne vertébrale des Moutons électriques. Donc, les récits du Demi-Loup. À côté, on a Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski, Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, et on en a une qui commence bientôt, le livre de l'énigme de Nathalie Do. Véridienne, c'est de la fantaisie où on va suivre en fait 2 princesses et leurs suivantes. C'est-à-dire que dans la tradition de ce royaume, chaque héritier royal doit se voir attribuer un ou une suivante, c'est-à-dire un jeune garçon ou une jeune fille qui est né. Alors, il faut pas que je dise des bêtises parce qu'il y a l'auteur qui est juste en face, elle va me jeter des pierres. Le jour d'après, le jour suivant la naissance de l'héritier royal, d'où son nom de suivante.
et qui va le suivre tout au long de sa vie. C'est à la fois un confident, un valet, mais en même temps son journal intime, son soutien. Enfin bon, c'est son support. Et on va suivre donc la vie de ces 5 princesses de leur âge de petite fille à leur âge de femme. Les suivre dans la découverte de ce que c'est être une femme, ce que c'est être une femme royale, avec tout ce que ça implique comme responsabilité, à savoir est-ce qu'elle les accepte ou pas, est-ce qu'elle joue le jeu ou non, dans un royaume qui est coincé entre deux autres. Et ce qui est super, ce qui est vraiment génial dans ce roman, c'est que on sort de la fantaisie classique, c'est-à-dire que, à moins que Chloé ait prévu des surprises pour les suites, mais on n'a pas une once de magie. On est sur des personnages véritablement humains, excessivement bien construits, qui sont très crédibles autant les hommes que les femmes. Vraiment, c'est un livre qui est vraiment porté par ces personnages. Je sais pas, peut-être que la fantaisie c'était juste un prétexte en fait. Ouais, mais on en parlera plus longuement demain. Voilà, mais ça, je la laisserai en parler demain. Elle sera beaucoup plus compétente que moi. Mais vraiment, on est sur un style qui est vraiment porté par des personnages incroyablement crédibles que moi, j'avais pas de tout ce que j'ai lu ces dernières années de fantasy. Les personnages sont du niveau de ceux de Stéphane Plateau ou Jean-Philippe Jaworski. Pour moi, vraiment, il y a à aucun moment on se dit mais pourquoi un tel fait ça, pourquoi il réagit comme ça. Non, on est vraiment sur des personnages extrêmement bien pensés qui portent le récit et qui nous emportent avec eux dans leur pérégrination dans ce royaume du demi-loup. Pardon ? Quel enjeu ? Quels sont les enjeux ? Alors, dans le premier tome, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est principalement une épidémie qui se déclenche dans le royaume. Mais après, moi, en tant que éditeur, mais lecteur aussi, l'enjeu, c'est les personnages sont les enjeux. C'est-à-dire ces jeunes filles qui sont des princesses, leurs suivantes qui ont un titre tout aussi royal que le leur. Est-ce qu'elles vont accepter de devenir des princesses ? Est-ce qu'elles vont devoir jouer le jeu ? Est-ce qu'elles vont pas décider de partir parce qu'elles veulent vivre juste en tant que femmes libres et pas subir les contraintes de la couronne ? Et puis toutes les interactions avec le reste de leur famille, avec leur mère, avec leur père, avec leurs frères. Voilà, quand je dis que le récit est porté par les personnages, c'est que vraiment, il y a une vraie histoire, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, ça se tient. On n'est pas laissé sur notre faim à la fin du premier tome. Si, évidemment, on attend la suite, mais on n'est pas laissé en suspens. Mais vraiment, pour moi, c'est les personnages et les enjeux, véritablement. Alors, on n'aura pas le temps de parler de tous les livres, donc on va un peu s'arrêter là, parce que sinon, après, le magasin ferme à 8h. Donc. Voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous voulez rajouter, reparler peut-être. Alors, on a un peu parlé des Indés de l'imaginaire, c'est vrai, vite fait, mais bon, vu qu'il en manque quand même un tiers. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, pour revenir juste un petit peu pour parler juste de ce domaine-là, sur ce que vous appelez les Indés de l'imaginaire, le but, ça a vraiment été, en fait, à trois, on est plus fort que tout seul. En fait, c'était un peu le... Il y a un calcul économique, il y a un calcul humain, et puis il y a des échanges de bons procédés. En fait, l'idée, c'est que on est concurrents, mais néanmoins amis. On était tous quasiment dans la même région. On se connaît tous depuis très longtemps. Il y a un moment, plutôt que de bosser chacun dans notre coin, on s'est dit plutôt bosser ensemble. Bosser ensemble, ça veut dire mettre des moyens de communication en commun. Par exemple, on a un magazine gratuit qui s'appelle l'Indé de l'imaginaire, enfin l'Indé tout court. On a 5 numéros qui arrivent en librairie, qui est à 15 000 exemplaires. Il y a des pages Facebook, il y a des salons où on partage les stands. Aujourd'hui, on travaille aussi au niveau des imprimeurs pour mutualiser les coûts. C'est aussi un travail sur les plannings éditoriaux pour éviter de se faire concurrence parfois en sortant 2 bouquins strictement identiques le même mois, mais en essayant de s'accorder, en faisant aussi une rentrée de la fantaisie française, puisque quand même, entre les moutons, Nemos et ActuSF, il y a quand même des envies, des espèces de valeurs dans ce qu'on publie, en tout cas. Donc de promouvoir une fantaisie française un peu différente avec toute sa diversité, sa qualité. Donc on fait chaque année une rentrée de la fantaisie française. Voilà, c'est un ensemble de choses qui sont à la fois opérationnelles, et puis au-delà de ça, c'est aussi sortir de notre petit isolement chacun
et échanger sur plein de pratiques, de techniques et plein de conversations complètement folles et passionnées. Je pense que vous avez eu pour l'instant à peu près 5% de tous les projets qu'on a imaginés, et on en a imaginé beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Bref, on ne peut pas tout raconter. Il y a eu des camions librairies, il y a eu des librairies éphémères, il y a eu plein de choses qui n'ont pas encore été menées à lui. Et c'est surtout un super booster, quoi, parce que pouvoir avoir quelqu'un, partager des envies, partager des rêves en termes de profession comme ça. Et en plus, ce qui est cool, c'est que du coup, on a le même diffuseur-distributeur. On est tous chez Harmonia Mundi, donc les réunions commerciales, elles se font à 3, donc c'est déjà plus sympa et plus marrant. Et puis, en termes de négociation, on est 3. Donc, quand on propose des choses, on est, si ce n'est 3 fois plus fort, en tout cas, on a 3 fois plus d'arguments. Voilà. Je crois que oui. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai, voilà. Ça peut être résumé à cette phrase. À 3, on est plus fort qu'à 1, quoi. Et puis voilà. C'est créer de l'émulation, créer une compétition très saine. C'est pas vraiment une compétition. C'est une collaboration. C'est de la collaboration pure. Mais c'est des choses qui n'existent pas. Avoir la collection de poche Helios, qui est une collection partagée, c'est-à-dire que je n'ai pas la main en tant qu'éditeur sur l'ensemble de la collection, donc il faut aussi que j'accepte les choix de mes camarades, que je défende les choix de mes camarades. C'est une expérience qui est assez unique, et ce qui n'est pas simple, parce qu'il faut comprendre qu'on est 3 entreprises, avec 3 chiffres d'affaires différents, avec 3 résultats comptables. Donc évidemment, l'entreprise, c'est quand même l'individualisme professionnel. Là, on est sur des thématiques de partage, et c'est quand même très fort ce qu'on vit, quoi. C'est-à-dire que quand je fais un Alan Moore, La Voix du Feu, je le fais évidemment pour ActuSF, en le publiant dans Helios, mais je le fais aussi pour la collection Helios, donc aussi pour les autres. Et ça, c'est chouette, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Puis honnêtement, on s'entend bien, et c'est cool, et on rigole beaucoup en salon, et on mange plein de bonbons, et on boit des coups, donc c'est bien aussi, quoi. Mais on travaille aussi. Ouais. Bon, écoutez, merci d'être venu nous voir pour nous parler de vos éditions. Merci à toi. Et puis, je laisse. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Ou j'ai correctement fait mon travail ? Et nous le nôtre. Bon, et bien écoutez, merci. Et donc, merci. À bientôt sur nos tables. Hein, voilà. Merci Julien.